Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews numéro 27 consacré aux lectures Batman paru chez Urban Comics durant le mois de septembre 2022. Voilà, donc moi c'est Nico et je suis accompagné de deux autres membres de la team Batman Legend avec Alexandra, Salut tout le monde. mais aussi Siegfried. Bonjour tout le monde. Point de couette Harley Quinn dans ce podcast. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous enverrai vers le dernier podcast consacré à Harley Quinn pour ceux qui veulent voir ça. Du coup, on entame ce podcast avec... alors, il va être assez conséquent. Il y a quand même pas mal de lectures qui ont été publiées chez Urban Comics durant ce mois de septembre. Et on va entamer par... quand même une lecture plutôt grosse, plutôt principale, c'est Batman Infinite, tome 4, donc la suite de la série principale Batman. Je vous mets la petite vignette là, ici, le temps que je la trouve, et c'est Alex qui va nous la présenter. Donc Alex, qu'as-tu pensé de ce tome 4 de Batman Infinite? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 4 en reprenant l'expression de Nicolas? En fait, j'ai trouvé ça assez surprenant pour suivre la série. Là, on change vraiment d'univers. En fait, là, le tome 3 clôturait pas mal d'intrigues dans les parcours de Batman avec Miracle Molly notamment. Et là, on se retrouve plus forcément à Gotham. On va dans un pays fictif proche du Japon qui s'appelle la Badnizi. Badnizi, et c'est là à que ne pas Batman... confondre avec le Badzizi. Ok, d'accord. Voilà. Non, mais écoute, je tenais à le dire parce que j'y c'est pas pensais pareil. pas, mais si t'y penses, c'est que voilà, il y a des trucs qui t'ont marqué, c'est normal. Faut que ça passe. Une syllabe près. Hein, faut que ça passe. Et Batman va devoir se déplacer de sa ville-mère pour enquêter sur cette ville-là auprès d'une inspectrice qui s'appelle Kaya. Le modèle d'avoir une inspectrice qui accompagne Batman, on peut le voir dans Batman la dernière Sentinelle ou dans d'autres récits. J'ai l'impression que ça devient un peu récurrent. Ça devient une norme, ouais. Ouais, ça devient un peu une norme. Je sais pas si c'est pour respecter un quota féminin. Après, il y a plus Robin, alors du coup, il faut bien quelqu'un pour donner le voilà, change à Batman. Ils ont tous pris chacun leur chemin. Du coup, lui, il est perdu parce qu'au final, on comprend d'autant plus que Batman n'est finalement pas du tout un héros solitaire. Et notamment parce que là, ils vont enquêter sur un certain Abyss qui serait lié à des supposés meurtres des Batmen qui sont en fait le Batman... une sorte de Batman Incorporated qui reprend un peu l'idée de ce qu'avait lancé Grant Morrison avec des hommes qui reprennent un peu le modèle de Batman pour protéger aussi là où ils vivent des ennemis. Et face à Abyss, on n'a pas ce seul méchant, on va retrouver Lex Luthor et avoir un duel autant sur le méchant caractéristique qui est Lex Luthor face à Batman, mais aussi Bruce Wayne et l'autre milliardaire Lex Luthor, sachant que là, on est sur un Bruce Wayne qui a plus de sous. Faut après avoir suite aux événements de la Joker War. Exactement. Mais là, l'aspect Bruce Wayne qui n'est plus milliardaire est beaucoup plus développé dans l'autre série d'Infinite qui est le Batman Détective. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est plutôt malin ces séries Infinite parce qu'il y a des croisements. C'est pas nécessaire de tout lire, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même intéressant pour comprendre la position de chacun. Et donc voilà, on va suivre cette histoire que finalement tout ça pour dire, j'ai plutôt bien apprécié. Il y avait certes peut-être une facilité dans le scénario, mais quelque chose d'assez simple en fait. Après 3 tomes très alambiqués avec de multiples intrigues et énormément de personnages, on revient à quelque chose d'assez central avec Batman qui va suivre une enquête, qui va se battre avec une sorte de grand méchant qui est Abyss et qui va aussi avoir une sorte de dualité avec Lex Luthor et tous ces autres Batman pour avoir un dénouement que j'ai trouvé plutôt cool avec des dessins que je trouve aussi très très beaux. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Après là, ce que j'ai compris, c'est que la suite se déroulera pas dans un Batman Infinite, mais se suivra dans... Alors c'est quoi? C'est Dark Shadow War.
La Le Shadow Shadow War. War, ok. Ouais, qui est effectivement un album qui va sortir en novembre, je crois, Ouais. et qui rassemblera effectivement plusieurs numéros, dont des numéros de Batman, de la série principale Batman, Mm, effectivement. Donc il y a un petit saut dans le temps au sein du récit. Après, c'est vrai mm. que alors, tu l'as pas mentionné, mais tu l'as mentionné sans préciser effectivement qu'il y avait un changement d'auteur, ce qui expliquait aussi la Oui, fin un petit peu de l'état de terreur dont tu parlais tout à l'heure et le changement un petit peu de cap pour Batman avec cette arrivée chez Badnizi, à la Badnizi. ouais. En Voilà. fait, on a pu le scénariste James Tynion Il y a Ford plus qui de voilà. aime tant, mais Ah qui, bah, mais ça me qui, colle à la peau. J'ai dit que qui j'avais. est, Alors, il m'a un peu déçu quand même sur la série principale Batman. Je le dis parce que effectivement, c'est un non, mais auteur que j'aime beaucoup. tu as Il le a droit fait de des choses. l'apprécier. Ah bien sûr, Oui, j'apprécie oui. beaucoup plein de choses qu'il a fait que j'ai beaucoup aimé. Ce qu'il avait fait avant sur la série, notamment sur Detective Comics à une période, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, c'est très Et sensible, je c'est vrai. l'ai un peu moins aimé effectivement sur la série principale Batman. Voilà. Voilà. Mais Et du bon, coup, qui est remplacé par Joshua Williamson et au Williamson. dessin George Molina. Il y a Michael Ranin aussi qu'on a rencontré une fois à la Comic Con. Ouais, Voilà, donc très au niveau sympa. au niveau dessin, j'ai adoré. Au niveau de l'histoire, bah, c'est sûr qu'on passe de moi j'ai vraiment eu un choc entre, les 3 premiers tomes de Batman Infinite et voilà, un récit très lourd que James Tynion Ford peut des fois avoir, et qui est comme s'il reprenait un peu une sorte d'écriture à la Tom King en disant: «Waouh, on a développé ça, 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 ça» et du coup, tu te retrouves avec des tomes où tu as, des conclusions à faire et il faut les faire vite. Là, voilà, Bah, ça se alors, ça me faisait plus penser à Scott Snyder qu'à Tom King, pour le coup. Bah, Oui, dans le sens où oui. il lance plein de trucs et puis au final, bon, faut aller vite et Bah, tu Tom vois? King, c'est les finir. Snyder, il les finit peut-être, un peu Ouais, mais pareil, ouais, moins. bon, Mais bah, Snyder, quoi. mais voilà, en vrai, je le conseillerais même, je sais pas, je sais même je pense que même il pourrait se lire, sans forcément avoir lu les autres tomes. Tellement Oui, j'ai parce l'impression que que il y c'était a un pas de peu une sorte lien, oui, il y a pas de ouais. lien, si ce n'est, comprendre que Bruce Wayne, n'a plus son argent, n'a plus sa C'est pour fortune, ça que je disais mais sinon, ouais, on peut, si on comprend ça si on a lu par exemple les Batman, ouais. détectives que j'apprécie beaucoup. Ouais, tout à fait, tout à fait. Siegfried, t'en as pensé quoi, toi? Tu étais, assez dubitatif sur le travail de Jameson Lanford sur la série Ah oui, non, mais principale. je suis tellement content que Tynion soit enfin parti. Enfin, en gros, le Tu sais problème que de tu DC vas le Comics. décevoir, il nous écoute quand même là. Désolé, Tynion. Tu as fait de bonnes choses par le passé, mais là, clairement, tu étais pas à ta place. Mais quelque part, je pense que Tynion lui-même sait qu'il était pas à sa place. On sent que DC Comics a une crise de gouvernance. Parce qu'après le long run de Tom King, qu'ils ont d'ailleurs viré avant la fin, ce qui fait que la fin était un peu expédiée, ben, ils ont dû essayer de combler. Du coup, Tynion est arrivé pour une espèce de mini-run dont on savait pas trop combien de temps ça allait durer ou pas, mais clairement, il était pas à sa place comme scénariste principal du run de Batman. Enfin, on sent que c'est un scénariste qui était un peu là en attendant. Du coup, il savait pas trop à quel point il pouvait s'étaler dans ses runs. Et bon, bah, ça finit par une Joker War qui était, ce qu'on a dit, qui était hyper lourde, avec ses qualités, mais qui était vraiment décevante au bout du compte quand on voit la taille l'ampleur que voulait prendre l'événement et ce à quoi ça aboutit, qui était absolument ridicule. Donc, je suis vraiment content qu'il parte enfin pour donner place à Williamson. Donc, là, on est encore une fois dans un filler. Pour le coup, Williamson, il vient seulement pour une petite poignée de fascicules avant d'être Ouais, remplacé sur le run principal par Chip Zdarsky qui va faire du bon boulot, dont on reparlera donc par la suite. Donc là, il faut vraiment voir ça ça comme arrivera en janvier, je crois, hein. voilà, donc là, il faut vraiment voir ça comme un volume qui n'a rien à voir avec les 3 premiers Batman Infinite. On aurait limite pu changer le titre et repartir sur une numérotation à 1 parce que on a fini avec l'état de terreur et ça n'aura a priori pas grand chose à voir avec ce qui va suivre. On est vraiment dans une espèce de filler, mais un filler de très grande qualité. Bon, déjà, on l'a dit, les dessins, c'est dessiné par Ranin et George Molina et c'est absolument somptueux. Enfin, les dessins ils sont à tomber pratiquement à chaque planche. C'est presque Ouais, fou, c'est très en fait, beau, ouais. c'est presque fou de se dire qu'on a de plus beaux dessins dans ce qui est une espèce de filler que sur certains états de terreur ou certains comics de la continuité. Enfin, Ah, il y a eu des trucs c'est quand même. sympas quand même, État de terreur, parce que Jorge Jiménez, c'était Ouais, pas dégueu non jamais plus. ouais, Il y avait de belles choses, mais il y avait des changements parfois de dessinateurs qui étaient un peu Oui, brutaux et des changements de style. Enfin, ouais. il y avait une inconsistance qui était un peu surprenante. Et là, justement, c'est assez fou de se dire qu'ils sont arrivés à un tel niveau de qualité pour un simple filler, alors qu'on pourrait dire que pour un filler en 4 fascicules, bon, bah, tu confies ça un peu à des demi-dessinateurs pour que les vrais dessinateurs, ils se consacrent plutôt à la reprise, à la suite du run. Et en fait, non. Enfin, du coup, c'est Ce un qui est peu. dommage, c'est même pour le vendre, en fait, parce que les personnes, du coup, ils vont s'ils connaissent pas du tout,
ils vont jamais le prendre parce qu'il y a marqué tome 4 et ils vont se dire, bah, il faut Ouais, que tout j'ai à fait. lu les 3 autres tomes, alors que ça peut se lire indépendamment et que c'est vraiment, enfin, moi, je sais que je l'ai prêté à un ami, il a dit, waouh, j'ai vraiment passé un super bon moment. C'est dommage, c'est en termes de vente, pas facile. Tout à fait. Ouais. Le seul rapport que ça a, c'est que quand même le début, c'est la fin de l'état de terreur. C'est-à-dire Mmh. qu'on pendant Oui, quand même une vingtaine de pages, on voit Gotham qui se réjouit de l'état de terreur et quelque part, je trouve que ce qu'il y a de mieux dans l'état de terreur, dans tout tout le run d'état de terreur, c'est cette fin de l'état de terreur parce que voir Gotham, voir enfin les civils, parce que les civils, on les voit rarement, je trouve, dans les comics, et voir enfin les civils qui se réjouissent de la crise qui est passée, c'est la assez fou fête, quand ils font la fête, ouais, voilà, au il y a tout tout le monde qui début, fait ouais. la fête dans des bars, il y en a qui vont se déguiser en super vilains pour faire pour faire leur fête aussi. Enfin, c'est vraiment tout le monde est dans un état festif. Même Batman essaie de résister, mais il se laisse aussi un peu prendre par cet état de d'ébriété qui prend Gotham. Mais ça fait plaisir, surtout que dans l'état de terreur, on n'avait jamais vu Gotham subir l'état de terreur. Donc au moins cette fois, on les voit s'en réjouir. Williamson parvient à être plus fin sur l'état de terreur que que Tynion, c'est un peu paradoxal. Donc ça fait vraiment du bien. Petite correction par rapport à ce que tu viens de dire, Alexandra. En fait, le club des héros, c'est un concept qui est largement antérieur à Batman Inc. C'est un concept des années 50. Et en fait, Oui, Grant Morrison s'est inspiré pour son Batman Inc. du club des héros. Et d'ailleurs, oui. au début du run de Morrison, Batman revoit le club des héros, qui est donc un club qui avait été inventé, je sais plus, enfin, ouais, qui avait été inventé donc dans les années 50. Et c'est à partir de toutes ces retrouvailles avec le club des héros dans le run de Morrison que Morrison va ensuite repartir sur le principe de Batman Inc. Et effectivement, le concept de base c'est donc ce club des héros qui sont des amis de très longue date de Batman qui représentent en quelque sorte Batman dans différents pays, ont été arrêtés pour un meurtre dans cette espèce de petit État semi-dictatorial, un peu paumé. Et donc forcément, Batman se demande comment il se peut que ses amis qui partagent les mêmes valeurs que lui peuvent être accusés dans un meurtre. Et bon, bah, voilà, ça implique beaucoup de retournements un petit peu faciles parce que ça reste une histoire assez courte, donc les twists Ouais. sont quand même Ouais, un peu ouais, je trouve que expédiés. c'est assez, il y a du retournement pour avoir du retournement, quoi. C'est pas. Tout à fait. Et le méchant est pas hyper travaillé. Il fonctionne. Par contre, bon, il a un costume qui est classe et voilà, enfin tout ce qui est il arrête pas de dire des trucs comme «Rejoignez-moi dans les ténèbres, je suis la nuit», enfin c'est il a l'air d'avoir un combat qui est un peu lambda, mais Heu, quand on comparera avec la dernière Sentinelle où les motivations du méchant n'ont aucun sens, vous verrez qu'on est bien content en fait d'avoir un méchant un peu lambda, mais qui au moins remplit bien son office d'être un méchant classe et qui est un peu un prétexte à revoir Batman dans une situation un peu inattendue, avec des relations d'amitié avec ce club des héros. Et ça en fait une histoire qui est pas du tout indispensable, mais qui est magnifique, qui est tout à fait solide, qui est très plaisante, qui comprend ce qu'est Batman, qui comprend les relations avec les autres personnages, qui parvient, voilà, comme je disais, à même montrer cette euphorie de Gotham, qui fait que c'est hyper respectueux de tout ce que ça essaie de faire et du coup c'est vraiment très plaisant. Et ça faisait longtemps que la continuité Batman n'avait pas produit des numéros aussi plaisants, donc c'est une lecture que je recommanderais assez solidement, surtout après après la semi-catastrophe qui était État de terreur, ou qui était juste là pour perdre complètement les fans sans rien raconter d'ambitieux et sans rien raconter de bien. Et voilà, relire du Batman en continuité avec plaisir, c'est un peu inattendu, donc je recommande parce que c'est en avis ça va faire du bien à tout le monde. OK, ouais. Vous l'aurez compris, on vous, recommande de lire ce Batman, Infinite tome 4, même si c'est pas non plus, un chef-d'œuvre, mais c'est plutôt pas mal. Je vous propose d'enchaîner, avec la suite. On reste dans la série Infinite, mais cette fois, on s'intéresse, au Joker. Si tant est que cette série s'intéresse au Joker. Siegfried, est-ce que tu peux nous en parler? Joker Infinite, tome 3. Et cette fois-ci, on retrouve notre ami Tynion Ford. Tout à fait, même s'il est épaulé sur certains fascicules par Matthew Rosenberg. De toute façon, on en avait déjà parlé, ça devrait clairement s'appeler Gordon Infinite et pas Joker Infinite. Et effectivement, ça le rappelle Même c'est moins tout vendeur, le faut l'avouer. ouais, mais chacun des volumes, y compris le volume 2, y compris le volume 3, commence avec Gordon et pas avec le Joker. Bon, il y a peut-être Et un termine moment avec où Gordon, hein. oui, il termine Il y avec a de Gordon, vraies mais boucles. au moins la fin du tome 1 finissait plus ou moins avec le Joker et la fin du tome 2 finissait plus ou moins avec le Joker. Donc à chaque fois, on a Gordon Joker, Gordon Joker, Gordon Joker, ce qui est toujours un peu déboussolant, mais il est évident que pour Tynion et Rosenberg, l'objectif c'était de raconter l'histoire de Gordon et pas du tout de raconter l'histoire du Joker, qui est complètement mineur ici encore une fois, alors même qu'on clôt plus ou moins l'arc, enfin on y reviendra, mais on est supposé clore l'arc de ce Joker Infinite et c'est complètement une histoire de Gordon. Donc comme tu le disais, Nico, à mon avis, la raison elle est strictement marketing. On pensait que Gordon Infinite ça vendrait pas, du coup on appelle ça Joker Infinite parce que Joker c'est un nom qui vend, mais dans les faits, ça ne peut exposer qu'à la déception parce qu'on ne raconte absolument rien sur le Joker, alors que pour le coup, l'histoire qu'on raconte sur Gordon est plutôt solide. Autant on peut rester un peu dubitatif dans les deux premiers volumes, parce que comme on l'a déjà évoqué dans les émissions précédentes, on voyait vraiment pas où ça allait.
À chaque fois, on était un petit peu perdus. Il y avait des ellipses qui étaient assez brutales où tout à coup on retrouvait Gordon à un endroit et on savait pas trop ce qu'il faisait là, quel était le rapport avec le reste. Enfin, il y avait plein de. C'était vraiment très lâche comme structure. C'était assez léger. Autant là, Alexandra évoquait déjà dans la dernière review en disant que là, et je suis totalement d'accord. Là, effectivement, on raccroche complètement les wagons. On reprend toutes les intrigues, on les lit, elles vont dans la même direction et on apporte une clôture au tout, ce qui fait que le volume est beaucoup plus plaisant que les autres parce que cette fois, on voit enfin pourquoi on a subi tout le reste, où les auteurs voulaient en venir, et là où ils voulaient en venir, bon, c'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est quand même plutôt plaisant. Pour le coup, la conclusion est beaucoup plus solide, bien établie, que ne pouvait l'être ce qui précédait. Donc ça en fait une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion du Gordon Infinite. Un peu lourd, un peu lourd parce que tout le dernier fascicule, c'est juste Gordon qui raconte à Batman ce qui s'est passé, ce qu'on n'a pas compris. Enfin, les procédés narratifs ne sont clairement pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un scénariste aussi expérimenté que Tynion. Enfin, il n'y a rien de plus lourd qu'un personnage qui, pendant 30 pages, raconte à un autre personnage. Alors, voilà ce qui s'est passé exactement. Voilà comment ça a conclu. Voilà comment j'ai raccroché les wagons. Voilà ce qu'il fallait Ouais, comprendre. on l'avait C'est déjà vraiment, eu à la fin Ouais. de l'état de terreur. oui, c'est ça. Ce genre Oui, de procédé. pas tout à fait, parce qu'à la fin de cette erreur, on montrait vraiment on montrait vraiment tous les personnages qui devenaient à la fin de cette erreur. Là, c'est juste un personnage qui raconte. Enfin, c'est Et vraiment chaque prendre le lecteur personnage par, expliquait leur chemin, alors que là, voilà. Là, c'est c'est. vraiment, c'est un personnage qui prend le lecteur par la main pour récupérer, en gros, ce que le scénariste n'a pas su raconter par son histoire. Donc, c'est un peu paresseux et c'est un peu lourd. Mais bon, ben, bref, au moins, l'histoire est plutôt satisfaisante. Il y a quelques péripéties qui sont un petit peu débiles. Il y a la mort d'un personnage qui vient vraiment de nulle part. On avait vraiment monté en sauce ce personnage de la fille de Bane, Vengeance, et je trouve qu'elle quitte l'intrigue un peu n'importe comment, ce qui était un peu étrange vu à quel point on a fait monter la sauce sur elle. Mais bon, globalement, Ouais, mais ça se lit beaucoup mieux que. c'est intéressant sur elle parce que finalement, on te montre tout un truc comme quoi elle a une place importante pour au final faire une sorte de twist où elle aussi, elle est qu'un chevron dans toute cette histoire et que finalement, c'est pas elle qui est la méchante de l'histoire, mais une personne au-dessus sans spoiler. Et je trouve que tu arrives facilement à t'identifier en mode bon bah je pensais que voilà, elle allait être reprendre un peu la main sur sa vie, alors que finalement pas du tout. Hop, tu ne sers juste toi aussi à rien dans tout ça. Ouais, C'était un peu violent, je suis d'accord. Et d'ailleurs, mais pour j'aimais moi, bien. c'est un des meilleurs personnages du deuxième volume, je trouve. Mais du coup, effectivement, dans un volume qui est supposé clore un peu cet arc et clore probablement aussi le parcours de ce personnage de vengeance, parce que c'est la preuve, qui a été inventé dans ces Joker Infinite. Bon, c'est un peu surprenant de voir que à la fin, où on est supposé raccrocher tous les wagons, là, c'est un wagon qui part un peu, qui part un peu à la va-vite, qu'on évacue parce qu'on sait plus trop quoi raconter sur elle. Donc, on espère qu'on la reverra dans des comics solides par la suite parce que c'est un bon personnage qui est chouette. Mais c'est un peu frustrant de se dire, d'avoir commencé à aimer ce personnage pour qu'en fait, il quitte l'intrigue, vraiment en claquant des doigts sans aucune raison. Donc voilà, ça reste un bon volume. Euh, mais je reste quand même dubitatif. À mon avis, ça vaut pas le coup de s'infliger les deux premiers volumes, parce que mine de rien, ça fait quand même 3 volumes. Tout ça pour aboutir à une intrigue qui est quand même relativement mineure. Ça fait beaucoup. Si vous aimez le personnage de Gordon et qui vous intéresse, alors c'est une lecture très intéressante parce que ce volume 3 apporte vraiment des réflexions et une mise en scène de Gordon qui est vraiment chouette. Là, de ce point de vue-là, c'est clair que c'est une lecture qui peut être intéressante. Par contre, si Gordon ne vous intéresse pas plus que ça, je vois pas de raison de lire ces 3 volumes particulièrement, d'autant que les 2 premiers volumes, voilà, ont quand même tous les défauts qu'on a évoqués pour aboutir à une conclusion qui est chouette, mais qui mérite pas une telle dépense et autant de temps. Ok, c'est ce troisième volume est le dernier de la série ou il y aura une Non, suite? alors, c'est ce qu'Alexandra avait déjà dit à la fois précédente, donc désolé de répéter ça, mais il y a un tome 4 qui semble prévu, et en fait, c'est assez incompréhensible parce que l'histoire, elle est complètement close à l'issue de ce tome 3. Mais vraiment complètement close. Alors, est-ce que Il y du coup, a, est-ce qu'on a une surprise? Est-ce que le tome 4 va peut-être parler du Joker? ouais, C'est peut-être le enfin, twist. Tu vois, il aurait fallu attendre. Bon, enfin, bon, on en reparlera le temps voulu. En tout cas, Mais c'est sûr que les 3 tomes clôturent l'histoire de James Gordon et le cheminement et tout ce qu'on a voulu t'expliquer par rapport à ce personnage-là et son lien avec le Joker. Donc il y a une vraie conclusion et il y a beaucoup, je trouve, quand vraiment on s'implique et qu'on oublie un peu toutes les intrigues liées aux méchants, etc. Quand on s'attarde sur ce personnage, il y a quelque chose lié à l'émotion et lié à une conclusion propre pour lui sur son futur, quoi. Même sur d'autres séries, s'il apparaît dans The Infinite ou si d'autres auteurs veulent reparler de lui après cet épisode, voilà, le traumatisme et on va dire
réparer et soigner. Et donc du coup, est-ce que le tome 4 s'attarderait peut-être plus au Joker ou à la cour des hiboux, parce que justement la cour des hiboux est exploitée, ou l'univers autour de Bane, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vois pas Affaire pourquoi à il y aura suivre. un tome 4. Ok, affaire à suivre. Plutôt bonne lecture si on veut s'intéresser donc au personnage de Gordon et non au Joker. Je vous propose d'enchaîner avec encore une série Infinite, et cette fois, je crois avoir eu des bons échos pour Nightwing Infinite tome 2. J'ai l'impression que dans la rédac, vous avez été plutôt conquis. Alex, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Nightwing Infinite tome 2? C'est excellent. C'est la meilleure série au monde de toute la vie, de toute la planète. Et je voudrais que chaque héros, chaque personne de la Bat Family ait un titre comme ça et un récit qui les mette autant en valeur. Mais bon, heureusement, il y a d'autres persos qui sont insérés dans cette histoire et qui ont aussi une très belle place. Sur ce tome 2, on est toujours à Blue Haven, après la bonne nouvelle que Nightwing ait reçu beaucoup d'argent de la part de notre cher Alfred. Et cet argent, il le dédie du coup aux jeunes, aux adolescents, aux personnes qui sont dans la rue, pour réellement avoir un impact. Donc on est toujours dans cette démarche on essaye de faire autrement que Batman, et surtout on essaye de jouer sur son identité civile et pas juste sur les bienfaits qu'on peut faire avec le costume. Mais là où est le problème, c'est qu'il annonce ce nouvel ère pour Blüdhaven en étant Dick Grayson. D'où le sous-titre que Dick Grayson devient une cible. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont développées. Le volume est assez dense. Et notamment, moi, ce qui est dégagé, c'est les différents duos et les différentes dynamiques qui se découlent de ça. On a l'intervention 248 pages. Hein, ouais, on a l'intervention du coup du fils de Superman, John, qui vient là du coup pour aider un peu Nightwing, et on sent qu'il y a une relation de petit frère, de mentor qui se crée entre les deux, et qui est très humaine, qui fait vraiment plaisir à voir. On a notamment aussi Wally, donc tout le passé un peu des Titans qui ressurgit dans Nightwing, où Nightwing et Wally sont très très proches. Et c'est assez rare, je trouve, de montrer une amitié masculine aussi respectueuse, aussi humaine, aussi attendrissante. Notamment les moments où Wally Flash doit déplacer Nightwing, et lui dit bah tu montes sur mon dos, et Nightwing il dit bah ouais mais t'as pas d'autre moyen, bah non monte sur mon dos, et voilà. Et en fait ils le font parce que il y a pas d'autre moyen, et ils ont pas de souci à céder. Et en un tome on te fait comprendre qu'ils ont eu énormément d'histoires ensemble, d'intrigues et un énorme passé, sans te forcément montrer des images. Et ça c'est vraiment intéressant. On a aussi toute l'intrigue qui est en train de se filer avec Batgirl, où on voit bien qu'ils retombent amoureux, mais on ne tombe pas du tout dans une histoire de sitcom assez pourrie, avec des jeux de regard un peu nuls. C'est plutôt la création d'une famille, notamment dans le tome 1. Nightwing avait recueilli un petit chien, une petite chienne, Hailey, je crois, et ils s'en occupent tous les deux, et c'est assez attendrissant. Et aussi vers la fin, on a Redwood, on a d'autres histoires un peu filaires qui se complètent, et j'aime beaucoup le fait qu'ils arrivent à jouer sur comme des fondamentaux de l'histoire de Batman. Voilà, le fait qu'il y a eu plusieurs Robins, le fait que voilà Nightwing côtoie aussi Redwood, et le mettre à la sauce d'aujourd'hui avec quelque chose voilà d'assez humain. Et au niveau du graphisme, c'est incroyable. Enfin, notamment le premier chapitre, le titre ou le premier chapitre avait reçu un prix au Eisner Awards, et le premier chapitre est une claque graphique parce que on a juste un plan super large où on voit Nightwing gambader, et en fait on le voit en plusieurs fois, et on sent son déplacement, on sent que c'est quelque chose d'assez léger et qui voltige. Donc on a une immersion assez importante, et puis même on a des planches vraiment très belles. Voilà, c'est très très bien écrit, c'est top, et ça ne s'intéresse même pas seulement que à Dick Grayson, mais à tout l'univers qui peut graviter. On retrouve voilà les Titans, comme je disais,
la Bat Family avec Batgirl, avec Redwood, et même du coup l'univers un peu de Superman avec son fils ici qui intervient, et même Lois Lane. Donc voilà, c'est vraiment un énorme coup de cœur de cette année, je pense. Ouais, Siegfried, tu es sur la même longueur d'onde pour ce Nightwing tome 2 façon Tom Taylor et Bruno Redondo? Oui, complètement. C'est même meilleur que que le premier volume, je trouve, qui avait déjà été une claque. Je dirais pas une excellente surprise, parce qu'en fait, depuis le temps que on sentait que Tom Taylor, il a un truc avec la Bat Family, parce que déjà dans Injustice et dans Deceased, même si évidemment la Bat Family était juste Ça, on un, va en parler après, mais ouais. oui, voilà, était juste un et juste un aspect, pas exactement, et juste un aspect de ces univers-là. On sentait que Tom Taylor avait s'attachait particulièrement à la famille. À chaque fois qu'il écrivait des petits moments de relation entre des membres de cette famille, c'était vraiment très fin. Donc en fait, ça faisait assez longtemps que le public réclamait de voir enfin Tom Taylor sur la continuité idéalement du Batman. Donc évidemment, on lui a pas confié directement la série Batman, mais on est passé par Nightwing, et bon bah effectivement, on retrouve tout ce qu'on voulait retrouver chez Taylor en fait, et il se montre complètement à la hauteur des attentes, en écrivant avec une finesse qui est parfaite toutes les relations entre les personnages. Ce que disait Alexandra, même la relation entre Dick et Jason, qui est pourtant pas une relation qui est très travaillée habituellement dans les comics, et là, il parvient juste à rendre ça assez fin, assez solaire. Enfin, c'est assez parfait. Il y a aussi un numéro que j'ai trouvé particulièrement délicieux, où c'est juste Superman et Batman qui Mmh. qui discutent un peu joyeusement de leur amour pour leurs enfants, pour John et Dick. Et c'est juste trop bien, quoi, de les voir dans une espèce de rôle paternel, en disant: ah là là, qu'est-ce qu'ils nous posent comme soucis ces gosses, mais qu'est-ce qu'on les aime. C'est juste absolument adorable, quoi. Ça rappelle certains des meilleurs moments de King aussi. Enfin, ça c'est vraiment très bien. Le seul petit moins peut-être, c'est que il y a pas que Redondo en fait, et dès que on a Geraldo Mmh. Rorres qui remplace Redondo, et ça se sent très fort parce il fait du bon boulot, hein, mais il essaie d'imiter Redondo, et du coup, bah, on sent que c'est pas Ça Redondo, et du fonctionne coup il y a pas, un ouais. il y a un écart de style qui fait que ça marche pas. Il aurait peut-être mieux fait d'assumer son propre style. Et ensuite on a Clan Tormé qui lui réussit un peu mieux, parce qu'il reprend le découpage de Redondo, mais mais il a un style propre, donc c'est moins bien que Redondo, mais au moins il assume un style propre avec un découpage qui reste très fin. Donc ça au moins, pour l'histoire avec Jason, ça au moins ça passe. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a du coup cette petite inconsistance. Par contre, dès que c'est Redondo, c'est du pur plaisir. C'est certainement le meilleur boulot que Redondo ait jamais fait. Et pourtant, c'est un très bon dessinateur. Et comme tu le disais, voilà, tout ce premier numéro où c'est juste une course poursuite de Dick puis Nightwing qui fuit sur. C'est un peu comme dans un jeu vidéo en 2D à scrolling horizontal, quoi. C'est vraiment le Mmh. personnage qui va de gauche à droite, et qui saute ou qui descend en affrontant des vilains. Il y a vraiment cette inspiration du jeu vidéo 2D un peu à la Mario. Et c'est super, c'est vraiment super bien fait, qui rappelle aussi la fameuse scène de Old Boy, qui elle-même s'inspire déjà de la bande dessinée. Enfin voilà, on a toutes ces références là, mais dans un fascicule qui est complètement virtuose, qui est hyper agréable à lire, et enfin, c'est un vrai plaisir. Donc oui, c'est un numéro qui est absolument indispensable. Et ça met un peu la pression pour la suite, quand on se demande comment il va pouvoir faire encore mieux Ouais, avec c'est Infinite clair. 3. En plus, dans Infinite 1, l'aspect que j'aimais un peu le moins, c'était autour de ces histoires de mairie, avec cette espèce de super vilain Blockbuster, je crois, enfin, qui m'intéressait vraiment beaucoup moins. Et il parvient à l'évacuer complètement dans Nightwing Infinite Ouais. 2. Donc, même Tom Taylor semble avoir conscience de ce qui marche et de ce qui marche un peu moins bien dans ce qu'il propose. Et du coup, il sait évacuer ce qui marche moins bien, ce qui est quand même une preuve de maturité qui est super. Et pareil, on voyait beaucoup ce super vilain qui était celui qui vole des cœurs dans le tome 1, bon, bah, que je trouvais un peu lambda. Bah, pareil, on en parle à peine dans le tome 2. Les rares fois où on en parle, on parvient à le faire juste assez bien pour que ça soit pas lourd. Enfin, c'est vraiment une grande réussite, y compris de la manière dont Taylor montre qu'il a du recul sur ses propres créations. Donc, ouais, absolument indispensable. Ok, gros coup de cœur pour ce Nightwing Infinite tome 2. Donc, vous l'aurez compris, et puisque Siegfried demandait Tom Taylor sur Batman, eh bien nous avons eu Batman la dernière sentinelle. Euh, tu vas voir où je vais en venir, Siegfried, justement. Alors, es-tu aussi conquis que Nightwing lorsque Tom Taylor s'est attaqué à Batman avec cette dernière sentinelle? Donc c'est Tom Taylor et Andy Kubert au dessin. C'est ça. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt un échec critique. Bon, c'est pas excessivement mauvais, mais c'est vrai que c'est C'est pas une catastrophe non plus. non, mais voilà, c'est vrai que c'est extrêmement surprenant de voir que Tom Taylor, il est tellement fin à chaque fois qu'il écrit du Batman, et que pour une fois qu'on lui confie du Batman, en plus du Batman hors continuité, où vraiment il pourrait s'amuser à faire ce qu'il veut, il fait quelque chose qui ressemble pas du tout à du Taylor. En fait, on m'aurait dit que c'était du Scott Snyder, par exemple, j'aurais davantage compris que quand on me dit que c'est du Taylor, parce que ouais, bon, il y a des relations entre les personnages qui sont une spécialité de Taylor, qui sont plutôt bien écrites, mais enfin, comme ça aurait été écrit par n'importe qui, et l'histoire est vraiment faible. En plus, à l'origine,
Donc ça s'appelle Batman the Detective en VO, mais ça devait s'appeler à l'origine Batman the Dark Knight. Donc l'idée, c'était vraiment de faire référence à Frank Miller directement, déjà dans le titre, et puis dans cette idée que c'est un Batman qui est un peu vieillissant, qui prend un peu sa retraite. Et Que le style graphique du coup d'Andy Kubert, qui a en plus, voilà, travaillé sur notamment le Master Race de Frank Miller, enfin, vient rappeler euh, aussi cette ouais, c'est référence-là. ça. Enfin, Master Race, c'était plus Azzarello que Miller, mais oui, voilà, Andy Kubert en plus avait déjà travaillé. En plus, il y a un personnage féminin qui est Esquire et qui est une espèce de Robin et qui reprend complètement le rôle de Carrie Kelly. Enfin voilà, il y avait vraiment cette volonté de proposer un peu Oui. sa propre suite, variation sur The Dark Knight Returns. Et bon, ça c'est un peu minable. Franchement, je suis content qu'il ait changé son titre parce que ça n'a absolument rien à voir avec The Dark Knight. Je parle pas en termes d'univers, hein, ça à la rigueur on s'en fiche un petit peu, mais en termes d'intérêt, d'ambition narrative, ça tombe complètement à plat. Ça a aucune raison de revendiquer la moindre filiation avec The Dark Knight, et je suis content qu'ils aient réussi à l'effacer. Même The Detective, c'est un peu outré, parce que en termes d'enquête, à chaque fois qu'il y a une révélation, elle tombe un peu toute cuite entre les mains de Batman. Il n'y a pas vraiment de rôle de détective. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il faut chercher là-dedans. C'est un comics d'action. C'est vraiment un comics de divertissement action. Il faut le prendre comme tel pour l'apprécier. Et donc, ne pas du tout s'arrêter à ses titres. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est ce en quoi Kubert est fort. Il parvient vraiment à rendre le dessin est plutôt classique, mais classique dans le sens classe. Dans le genre, Batman, c'est une armoire à glace que vous voyez toujours en contre-plongée, que ce soit Bruce Wayne ou Batman. Donc c'est une espèce d'énorme triangle qui fait 3 mètres de haut et qui massacre tout avec ses poings qui sont des poings de colosse. Et Oui, c'est enfin, une brutasse, ouais. voilà, c'est une brutasse qui sait être intelligente, mais à chaque fois qu'il est montré, c'est un monstre à la fois d'intelligence, de tactique et de force. Et on aime évidemment parce qu'on aime retrouver ce Batman classe, mais voilà, c'est le plaisir un peu régressif qu'il faut chercher dans ce comics. Donc, on a un Batman qui quitte Gotham, soi-disant pour toujours, pour aller enquêter sur un incident en Angleterre. En fait, on revient pas trop sur les raisons pour lesquelles il prend sa retraite pour toujours. Et on n'y revient pas à la fin, donc je sais pas, ça sert pas à grand chose. On a un super long flashback sur la relation entre Batman et Henry Ducard, qui est donc l'un des. Vous vous souvenez, c'est celui qui était plus ou moins joué par Liam Neeson dans les Batman de Nolan, et qui donc était canoniquement l'une des personnes qui a formé Batman. Et là, c'est déjà un des premiers échecs, je trouve, de Tom Taylor, qui est de raconter peut-être en 20 pages la relation entre un Bruce Wayne jeune qui rencontre Ducard et qui lui demande de le former, puisque Ducard est un tueur à gages extrêmement expérimenté, et ces pages sont hyper convenues, hyper classiques. Enfin, c'est vraiment une relation gentillette, mais qui ne raconte rien. Et tout ça pour raconter une histoire de super vilaine. Alors, une super vilaine qui tue les personnes qui ont été sauvées par Batman. Parce qu'en fait, elle en veut à Batman pour une Pour raison complètement. rétablir l'équilibre. Voilà, pour rétablir l'équilibre. Bon, n'en dis pas trop, hein, parce que ça reste quand même l'intrigue Voilà, principale du récit. je- Voilà. j'en dis pas trop malheureusement parce que vous comprendriez à quel point son plan est complètement foireux. Mais en gros, elle se prend plus ou moins gentille parce qu'elle rétablit l'équilibre en tuant les personnes que Batman a sauvées, alors qu'en fait, elle se prend pour une gentille. Donc en fait, pour équilibrer tout ça, elle ferait mieux d'aller tuer le Joker. D'ailleurs, à un moment, elle dit à Batman, regarde, tu as sauvé le Joker à plusieurs reprises. À cause de ça, le Joker a tué plusieurs personnes. Bah, tu tues les personnes que Batman sauve. Donc, va tuer le Joker. En plus, ça te permettrait de sauver des innocents. C'est parfait, hein, pour une personne qui se prétend gentille. Non, elle préfère tuer des civils que Batman sauve. Enfin, c'est la psychopathe de base dont le plan n'a absolument aucun sens. C'est complètement absurde. En plus, la morale de l'histoire, pour le coup, c'est pas trop un spoil, mais la morale de l'histoire qu'on nous dit vraiment explicitement, c'est que la méchante, elle est plus forte que Batman parce qu'elle sait s'entourer d'amis. Bon, en fait, les amis de la méchante, c'est un groupe de 30 mercenaires qui restent les mêmes du début à la fin, et Batman est constamment entouré. De la première page à la dernière, dès le début, il rencontre une personne d'ailleurs du club des héros qui est le nouveau chevalier avec son Robin qui est donc l'écuyer, Esquire. Il va pas hésiter à demander de l'aide à Oracle. Il a un réseau d'agents dormants avec des dizaines et des dizaines de personnes dans tous les pays qui sont un peu l'élite des nations et qui servent d'agent à Batman à chaque fois qu'il a besoin d'aide. Enfin, il a tout le temps de l'aide, il est tout le temps accompagné, mais la morale de l'histoire que Tyler essaie de nous asséner, c'est que Batman doit apprendre à collaborer avec les autres parce que franchement, il a du mal. Non, en fait, c'est exactement le contraire. Tu peux pas nous dire Batman doit apprendre à coopérer alors que dans les 300 pages qui précèdent, on le voit coopérer constamment et on le voit jamais seul. Enfin, Bon, il n'y a pas 300 c'est, pages, hein. Mais ouais, voilà. Enfin, dans les il y en a 150 pages qui 160. précèdent, Ouais, ouais. on le voit constamment accompagné. Enfin, il y a vraiment un problème d'écriture qui est assez fondamental entre ce que Tom Taylor prétend nous raconter, ce qu'il nous raconte en fait. Et pour moi, c'est vraiment problématique parce que ça montre que il y a un problème dans les intentions de l'auteur en fait.
il a voulu porter une espèce de message sur Batman, qu'il a voulu essayer d'intriquer avec cette histoire un peu abracadabrantesque d'un méchant complètement psychopathe et totalement inintéressant. Et finalement, ça foire complètement son message, ce qui fait que à la fin, on en ressort avec l'impression d'avoir lu un récit assez divertissant, mais qui ne raconte absolument rien sur Batman et qui, pire que ne rien raconter sur Batman, raconte juste des choses qui n'ont aucun sens et qui sont complètement contradictoires avec tout ce qu'on vient de lire. Donc ça montre un auteur qui manque complètement. Pour le coup, autant je disais que dans Nightwing Infinite, Tom Taylor montrait une vraie maturité par rapport à ce qu'il avait lui-même écrit. Là, au contraire, c'est le genre de scénario qui montre un complet manque de maturité parce que il y a un auteur qui ne parvient pas à assumer la propre morale de son récit, la morale qu'il essaie lui-même de dire explicitement, d'asséner sans aucune subtilité. Elle ne fonctionne pas du tout par rapport à tout ce qu'il a montré jusque-là. Donc c'est un comics qui est complètement mineur, qui est complètement foireux en termes de message, mais ça reste un divertissement qui est sympa, qui rappelle quelques Snyder Capullo. Donc il vaut mieux partir sur le principe que si vous aimez certains Snyder Capullo, notamment dans le run de Snyder, vous allez peut-être aimer ça. Il faut plus attendre ça que du Taylor. Parce que le dessin se veut classique et classe, très orienté action brutale avec une pseudo-enquête, encore une fois je vous l'ai dit, qui n'est pas du tout en enquête. Il y a quand même quelques intérêts à suivre ce récit, il est pas inintéressant. Voilà, Voilà. il y a mais bon, il y a quelques concepts qui sont complètement gadgets. Enfin, je vous ai dit, il y a cette histoire de réseau d'agents dormants. Enfin, vous apprenez tout à coup que Batman a un réseau de dizaines de personnes qui font partie de la Ligue des Nations et qui l'aident. Vous vous dites, waouh, ça va super loin. Et en fait, franchement, on l'aurait pas mis dans l'histoire. L'histoire aurait été exactement la même. Bon, ça fait un petit peu bizarre pour un volume qui a un one shot, mais qui crée des concepts qu'il n'exploite pas. Soit tu crées des concepts et tu les exploites dans la suite, soit tu les exploites pas et tu racontes autre chose. Enfin voilà, c'est un peu c'est un concept qui est vraiment un peu étrange, que vous apprécierez à mon avis si vous n'en attendez rien. Enfin, en tout cas, il faut clairement pas en attendre du Taylor, il faut clairement pas en attendre le Batman de Miller comme ça se revendiquait, il faut juste en attendre un actionneur bien dessiné dans le style de Kubert. Et c'est un bon actionneur quand on attend juste un actionneur mineur. Là, au moins, vous passerez un bon moment, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de Taylor habituellement sur du Batman. Et ça décourage un peu d'avoir envie de relire Taylor sur Batman. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'à côté de ça, il montre qu'il sait faire des trucs vraiment miraculeux avec Nightwing. Donc, ouais, je comprends pas trop en fait ce qu'il est venu faire là. Ok, Alexandre, tu es aussi dur que Siegfried sur ce récit? Moi, je suis pas aussi dur, hein. Je lui vois des défauts, je lui vois aussi quelques qualités. Mais est-ce que tu es aussi dur que Siegfried, toi? Non, moi j'ai vraiment passé un super bon moment. Voilà, après, Après, ce comme que tu disait disais, Chris, je me suis c'est pas trop censé. pris la tête, en fait. Je me suis pas Ouais. pris la tête et j'ai vu une sorte, ouais, de petit homme des fouloirs avec beaucoup d'action, avec certes pas une, il y a pas une réinvention, une réécriture de Batman, mais j'ai trouvé un Batman que j'ai déjà pu voir, que ce soit à travers de films ou d'autres récits, ce vieux baroudeur là qui veut faire équipe avec personne, et qui finalement, mais ça, en fait, on le voit dans d'autres titres, hein. Il y a plein de fois où il est avec la Bat Family, il dit non, non, moi je suis tout seul. Et en fait, il y a tout le temps la Bat Family qui est là et qui est en train de l'aider. Donc moi, ça m'a pas surpris parce que pour moi, c'est Batman en fait. Il est paradoxal sur ça. Et j'ai appris à faire avec. J'ai deal with it assez facilement maintenant. Je trouvais sympa parce que après c'est mon petit plaisir à moi, mais les personnages féminins ils sont présents. Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, quota ou pas, je m'en fiche un peu parce que je les trouvais intéressantes et je trouvais que ça rebondissait bien avec Batman. Moi, l'idée de retourner dans le passé, d'avoir le mec avec qui il s'est entraîné, ça fonctionne chez moi. Mais c'est comme quand je me regarde un Bruce Ouais. Willis. Je sais pourquoi je regarde Bruce Willis. Bah là, c'est pareil. Entraînement, homme, face à face. On s'est kiffé, mais en fait, on se dit pas qu'on se kiffe. Moi, j'aime bien. Pour ce titre-là, j'aime bien parce que voilà, je sentais qu'on n'allait pas me raconter une histoire. On n'allait pas me proposer quelque chose d'aussi intéressant que Nightwing. Mais voilà, c'est court. Les planches, moi, je les trouve belles. Je trouve le design de Batman assez sympa, qui rappelle un peu du Ben Affleck. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que ça puise un peu partout dans ce que je peux connaître de Batman et voilà. Et puis j'aimais bien moi ce que j'aimais bien, c'est les petites refs à du Batman du style. En fait, il a une Batcave partout, dans n'importe quelle ville où il va, il a toujours un plan. Ou quand il contacte une sorte de réseau et qu'en fait il connaît des gens de partout, du président de je sais pas en Inde à une conseillère de banque en Amérique du Sud, il a des petits contacts. Donc c'est vrai que c'est très paradoxal parce que il est tout seul, mais non en fait il est pas vraiment tout seul et c'est surtout le délire. Batman il a un plan pour tout.
Et moi j'ai bien aimé ça. Je trouve que ça, en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Le côté où il a une Batmobile qui il a toujours des gadgets. Il y avait un truc très gadget que j'ai apprécié aussi sur ce titre-là. Voilà. Après, forcément, c'est pas mon coup Oui, de c'est pas cœur la non lecture plus, de l'année, ouais. et c'est pas un truc que je conseillerais de prime abord là comme ça. Mais moi, je passais un bon moment. Ouais, effectivement. Donc voilà, donc selon où vous placerez votre curseur, votre bat curseur, vous apprécierez plus ou moins effectivement ce titre. En tout cas, voilà, vous voyez que, on peut, malgré tout avoir des avis divergents, sur ce titre-là et comme d'habitude, j'ai envie de Pas, dire, si pas, vous voulez pas si vraiment avoir divergent, en votre fait. avis, Pas si, lisez oui, pas si pas- divergent, pas si parce que divergent dans le fond, mais finalement, parce que tu finalement, peux tout ce que l'apprécier quand même. oui, mais parce que finalement, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Alexandra. Comme je l'ai dit, c'est un comics qui est tout à fait appréciable à partir du moment où vous attendez surtout pas à du Taylor. Oui, Effectivement, quand vous venez de lire Nightwing Infinite tome 2 et que vous dites, tiens, c'est de nouveau Taylor sur Batman, c'est le jour et la nuit et ça n'a absolument rien à voir. Par contre, si vous oubliez complètement que c'est Taylor et que vous lisez juste un actionneur un petit peu débile mais avec un Batman super classe, là, c'est tout à fait appréciable sans aucun souci. Il faut juste savoir adapter ses attentes tout à fait. Faut à placer le du pas du tout curseur au bon à du, endroit, quoi. Ouais. voilà, à du pas du tout Taylor et ça c'est pas forcément évident parce que Taylor qui fait un hommage à Frank Miller dans un volume hors continuité de Batman, a priori ça crée quand même des attentes et en fait il faut surtout pas se créer la moindre attente pour pouvoir apprécier finalement ce volume. Ouais, ouais, moi c'est vrai que je suis partie sans attendre du tout. J'ai vu ce titre-là, la couve, elle est belle, j'ai lu quoi, tu vois? Je suis vraiment partie, Et voilà. simple, Non, mais tu as raison, efficace. c'est aussi comme ça des fois qu'on arrive à apprécier, plus des certains titres, parce que c'est vrai que, quand il y a une grosse attente sur un truc et que tu commences à lire une lecture, que tu attends beaucoup et ou sur Ça. laquelle tu as vraiment une grosse attente, Et tu as pareil beaucoup pour plus de d'autres chances, il formats, faut hein. oui, oui, pour plein de choses. Tu as Ouais, souvent quand même, la déception qui peut, très vite grandir. ouais. Bref, je vous invite à enchaîner sur la prochaine lecture parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et qu'il va falloir qu'on aille vite. Et la prochaine lecture, elle est entre la série télé et le comics, puisque c'est un comics qui s'inspire d'une série télé. C'est Harley Quinn, The Animated Series, The Hit, Bang, Kill Tour. Voilà, ils n'ont pas pu faire plus compliqué, donc on s'arrête là pour ce truc-là. Tiens, Alex, dis-moi, qu'est-ce que ça donne ce comics inspiré de la série télé Harley Quinn? Alors, il est très intéressant, ce titre-là. Juste pour, remettre dans un contexte, ça se situe entre la saison 2 et la saison 3 de la série animée, diffusée actuellement sur, Toonami, et on est En complètement France, ouais. dans la même veine exactement, que ce soit, au niveau du dessin qu'au niveau du scénario. Donc au dessin, on a Marc Sarin. Au scénario, je suis désolée, j'ai plus en tête T. Franklin. voilà, et du coup, on va suivre Harley. Donc suite de saison 2, il y a le mariage, raté, de Ivy qui du coup ne se fait pas avec putain, comment il s'appelle? Bitman. Eichmann. Voilà, c'est ça, et donc Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. tu ne diras rien. Tu sais, il y a un fil rouge sur ce podcast, c'est fou, si Ah, vous il y suivez. a quelque chose qui se passe, ouais. Et Ivy et Harley Quinn partent ensemble. Et c'est le début de leur romance et de leur histoire d'amour qui commence à se concrétiser. Mais ce n'est pas forcément le sujet principal. Ça va être plutôt, ça va se tourner aussi sur le traumatisme qu'a Ivy, car il s'est passé énormément de choses. Il y a eu des meurtres, il y a eu des problématiques liées, que ce soit à l'avortement du mariage ou plein d'autres choses au niveau de la série. Alors attention, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes, c'est hyper bien résumé en une page. Harley, on peut dire de casser le quatrième mur, et explique très facilement ce qui s'est passé et comment on arrive au début de l'histoire. Donc voilà, ça, il faut pas trop s'inquiéter sur ça. Donc vous pouvez lire le livre même si vous n'avez pas vu la Oui, série. voilà, Complètement, complètement. exactement. Ça, c'est très indépendant, mais bon, elle arrive à replacer très vite le contexte. Et Ivy se demande, voilà, est-ce que finalement je fais pas du mal à chaque fois que je passe partout, et Harley Quinn n'est pas forcément la personne la plus délicate et la plus facile à vivre, et elle va se poser plein de questions, comment on peut vivre notre relation, d'autant que le James Gordon, qui est complètement fou dans ce numéro, vraiment c'est trop drôle. Il est trop bien là. Il est matrixé parce qu'en plus il a plus de vie amoureuse, sa fille, c'est un peu limite aussi, et il essaye de retrouver un peu son blason, et du coup son objectif, c'est que j'arriverai à récupérer Gotham, parce que Gotham a aussi été détruite, en attrapant Harley.
Et donc voilà, pour ça il va essayer de tout faire. Donc il se retrouve, les filles se retrouvent en road trip avec James Gordon derrière comme un gros taré. Et de là, elles vont rencontrer plein d'autres personnages aussi. On a Nightwing qui apparaît, d'autres personnages féminins aussi que peut-être le grand public connaît moins. Donc c'était intéressant de voir ça et quelques ennemis au passage. Et franchement, si vous aimez la série, vous pouvez que aimer le comics parce que c'est frais, c'est pop, c'est intéressant. C'est très cool aussi parce qu'on a beaucoup de sororité et entre femmes et de couples lesbiennes aussi, mais très bien fait. On sent pas que c'est juste pour suivre une tendance ou pour être même politique. Et un autre aspect aussi, c'est qu'on voit plus la sexualité de ces personnages de comics. Alors c'est pas complètement direct, mais on sent qu'il y a eu des choses qui se sont passées au lit entre les filles. Et ça, c'est cool que le tabou se brise et que notamment parce que c'est deux filles, mais aussi parce qu'une scène de sexe, c'est pas mal. Et que ça les rend d'autant plus humaines et d'autant plus attachantes. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs cool dans ce titre. J'ai très hâte de chevaucher entre la série et le comics parce que la suite de ce comics là va nous emmener dans la saison 3. Et après ils vont essayer de faire ça. Alors j'ai pas bien vu aussi quand sort le tome 2 et comment ça va s'insérer par rapport à la série, mais il y a un truc super intéressant parce que Harley est née de la série animée de 92. On la retrouve là en comics et ensuite il faut repartir sur une série pour repartir sur un comics. Il y a une belle histoire aussi par rapport à ça. Et puis en parlant d'histoire et d'Harley Quinn, je vous invite à lire, à écouter plutôt notre précédent podcast qui était le Bud Talk spécial 30 ans d'Harley Quinn. Siegfried, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que je te lance sur la prochaine lecture? Non, juste pour dire qu'effectivement, c'est mon autre gros coup de cœur de ce mois-ci avec donc le Nightwing Infinite. Parce que c'est juste parfait. Enfin, c'est Ivy et Harley exactement comme on les aime. Et depuis le temps que je me plains dans ces podcasts qu'à chaque fois qu'on montre la relation entre Ivy et Harley, parfois on dit qu'elles sont amoureuses, mais on n'ose même pas les faire s'embrasser. Parfois elles se tiennent vaguement la main, mais en fait il y a rien qui existe entre elles. Et c'est juste une espèce de pinkwashing, mais complètement puritain, qui s'assume pas. Enfin, c'est limite plus. Ça essaie de montrer une relation lesbienne en étant finalement plus réac que progressiste, et ça finissait vraiment par me gêner. Là, au moins, on assume complètement et ça donne aussi quelque chose de vraiment authentique au couple. Parce qu'effectivement, on est quand même comme dans cette situation compliquée où Ivy vient d'être abandonnée sur les pas de l'hôtel, mais Kite Man a renoncé au mariage parce qu'il a senti que Ivy était amoureuse d'Harley. Donc Ivy est heureuse de pouvoir vivre sa romance enfin tranquillement avec Harley, mais en même temps, elle était supposée se marier quelques heures auparavant, donc c'est pas rien quand même, c'est pas anodin, c'est lourd à porter, à la fois par rapport à Kite Man avec le sentiment de culpabilité et parce que le monde entier est au courant de ce mariage avorté, de ce qu'elle a subi. Du coup, il y a une pression à la fois sociale et personnelle qui est lourde sur elle, et du coup, ça permet vraiment d'écrire le couple complexe entre ces deux personnages qui sont déjà un peu tordus, mais qui, avec toute cette pression supplémentaire, de façon vraiment, vraiment très fine. Enfin, il y a vraiment une authenticité qui se crée et à laquelle participent aussi effectivement ces gros mots, ce sexe qui effectivement est constant. Enfin, il y a quand même beaucoup de scènes qui sont assez hautes où effectivement pendant 3 ou 4 planches, on les voit toutes les deux juste s'embrasser de façon assez sensuelle dans les draps, et ensuite on passe à la scène où elle se réveille sur l'oreiller. Mais enfin, on n'a jamais fait plus explicite dans cette relation-là. Ça fait plaisir. Je dirais peut-être juste que par rapport à la série animée, ça manque un peu de violence. Il y a juste, il y a juste une planche à la fin, on voit des personnages avec la tête explosée, mais sinon globalement j'ai l'impression qu'on ose des choses sur le sexe qu'on n'ose pas du tout sur la violence. Mais bon, ça c'est aussi raccord avec un certain puritanisme à l'américaine. Enfin, on sait très bien que voir des nichons, il y a pas de souci, mais par contre des têtes qui explosent, on n'ose pas trop. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de puritanisme par rapport aux médias qui fait il y a des choses qu'on ose montrer, d'autres pas, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, Vous avez peut-être plus de budget hémoglobine. Voilà. Peut-être. Mais sinon, c'est super bien fait. Effectivement, totalement d'accord avec Alexandra. Il y a une manière de montrer le girl power qui est juste excellente, qui parvient à ne pas trop en faire. Les personnages féminins sont quand même disséminés au bon moment et se regroupent au bon moment, ce qui fait qu'à chaque fois, on sent que c'est fait de façon assez organique. Et c'est pas du tout comme dans le film Birds of Prey par exemple. Tiens, les scénaristes qui essaient juste de mettre les filles ensemble à tout prix, hyper artificiellement, pour les faire progresser ensemble. Là, à chaque fois, on sent vraiment une authenticité dans l'écriture de ce girl power qui fait que bon, c'est juste un pur plaisir. Ça vient aussi du fait évidemment que c'est écrit et dessiné par des femmes auxquelles on sent qu'on a laissé carte blanche par rapport à une série qui elle-même a carte blanche
Et voilà, on sent cette vraie liberté de ton, cette authenticité des relations et de l'écriture, qui fait que ça marche complètement. Donc, gros coup de cœur pour ce volume. OK, gros coup de cœur. Donc là, je suis désolé Siegfried, hein, mais ça fait 3 fois, donc je suis obligé de sonner l'alerte. Siegfried, voilà. Bon, maintenant place, à la suite et j'aimerais que tu nous parles alors assez rapidement parce que c'est un très, très gros volume et qu'on n'a plus beaucoup, de temps devant nous, sur ce Batman Chronicles. Donc c'est le 2e tome, qui est paru de cette, grande collection qui s'annonce, qui se consacre à la 2e partie de l'année 1987. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il me semble que tu avais été, plutôt conquis par, cette collection-là. En tout cas, elle représentait quand même quelque chose de sympa pour son premier tome. Est-ce que c'est dans la Alors, même continuité? oui et non. En fait, comme je l'avais expliqué, je vous renvoie au précédent podcast parce que pour le coup, Ouais, j'évoquais assez longuement la ligne éditoriale de ces Batman ouais, ouais. Chronicles et donc Mmh. les limites qui allaient forcément finir par se poser. Et effectivement, là, on est dans ces limites-là, qui est que quand vous découpez toute l'année 1987 en 2 volumes et que vous mettez toutes les bonnes histoires dans le premier volume, bah Il forcément, reste le plus grand deuxième chose sera pour le moins, deuxième. Ouais. voilà, sera le moins bien. Et ça sera souvent le cas où effectivement, bah, quand vous avez Killing Joke dans un volume pour 88 et d'autres choses du remplissage dans le deuxième, bah, chaque fois, il y aura des volumes qui seront très inégaux les uns par rapport aux autres. Et là, clairement, on est dans le parent faible de cette collection. Fatalement, hein, c'est pas un reproche qui peut être fait à Urban, mais dans cette volonté d'exhaustivité et de faire des choix avec des volumes plus marketés et d'autres un peu moins, bah forcément, il y en a qui seront meilleurs que d'autres. Là, du coup, on est sur la continuité des Detective Comics, pas Batman, donc avec notamment les comics scénarisés par Mike Weber et dessinés au début par Alan Davis. Donc évidemment, des dessins qui accusent bien davantage leur âge que quand on avait du Mazzucchelli, par exemple, dans le volume précédent. On est dans un esprit qui essaie de renouer de façon intelligente avec les années 60, voire avec les années 50. C'est-à-dire qu'on a un Batman souriant qui appelle Robin mon petit vieux. On a des aventures dynamiques. C'est vraiment Un petit vieux. le duo dynamique à son meilleur, légère mais pas dénuée de drame, avec des méchants qui font des pièges mortels, enfin qui était une vieille tradition des années 50, mais qu'on avait un peu abandonné pour revenir à des choses plus sérieuses par la suite. Donc ça fait mais quand même avec une conscience moderne qui fait que bon, bah, c'est pas non plus des comics des années 50, quoi. Mais ça fait de solides aventures classiques, quand même bien en deçà de Year One, où on n'hésite pas à mettre des fonds roses ou des fonds orange derrière l'action pour faire revenir l'action. Enfin voilà, il y a tout un côté qui est un peu vintage, qui qui fait que c'est un peu difficile à lire parce que quand on commence évidemment cette anthologie avec le premier volume de 87, on se dit bah voilà, c'est le moment où le comics commence à se moderniser, à se rapprocher d'une sensibilité esthétique contemporaine. Et là, on revient des dessins qui sont un peu plus vieillots, qui peuvent être un peu plus difficiles à assumer pour des aventures qui sont chouettes. Hein. Mike Weber, c'est vraiment un grand scénariste, mais ça reste aventure classique de duo dynamique qui légèrement essaie d'affronter des super vilains légèrement. Enfin, c'est pas super intéressant. On a quand même le très bon Détective Comics 574, qui est un grand classique où Batman emporte un Robin qui est gravement blessé chez Leslie Tompkins. Et c'est une occasion de parler de la relation à la fois de Batman et Leslie Tompkins, mais aussi Batman qui du coup se confie à Leslie sur sa relation avec Robin. Donc ça, c'est un très beau volume introspectif. Et surtout, le gros morceau, c'est Year Two. Bon, Ouais. Year Two qui bon, on va pas faire un Qui a focus été dessus. paru il y a pas longtemps en plus chez Urban en album individuel. Il y a 6 mois à peine, non? Ou 8 mois, quelque chose comme ça, quoi. Il y a Ouais. moins d'un C'est an. peu, Oui, oui, oui. ça me dit quelque chose, enfin, ouais, voilà, du coup, c'est ce que j'évoquais aussi dans le podcast précédent, le fait qu'effectivement, ça va occasionner pas mal de doublons de faire ces réimpressions. Donc, Ouais. globalement, si vous achetez le volume, normalement, ça sera en grosse partie pour Year 2 si vous l'avez pas encore, parce que le reste, comme je l'ai dit, est beaucoup plus accessoire. Year 2 qui est, à mon avis, un comics qui est un petit, un petit peu surestimé, parce que déjà, c'est pas du tout un Year 2. Enfin, on l'a appelé Year 2 pour faire le lien avec Year 1 et du Mais coup, c'est que les purement fans commercial, hein. voilà, du comics de Miller et Mazzucchelli achètent celui-là, mais en fait, on n'est pas du tout dans une deuxième année. Enfin, Gordon est déjà commissaire. On a déjà le Batignolles, la relation entre Batman et Gordon, elle est complètement installée. Enfin, on n'est pas du tout dans un Batman qui continue de s'installer après le Year One, ça n'a rien à voir avec le Year One. Par contre, c'est effectivement le comics qui introduit le personnage du faucheur qu'on va retrouver dans of the Phantasm. Donc, à la rigueur, il vaut mieux. Comment ça s'appelait Mask of the Phantasm en français, le masque du fantôme? Oui, 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 Ouais, le fantôme masqué. Le fantôme masqué, ouais. c'est ça. Donc, à la rigueur, il vaut bien mieux voir le Batman Fantôme masqué, qui est donc un des grands films d'animation Batman, que de relire ce Year 2, qui est un petit peu vieilli, qui essaye de
de parler de pas mal de choses, notamment le rapport de Batman à la violence et aux armes à feu, mais qui le fait avec pas mal d'incohérences sur lesquelles on va pas revenir en détail parce que ça serait trop long. Mais globalement, voilà, ça reste c'est un Batman qui, c'est un comics qui, à mon avis, ne mérite pas sa réputation qui a été beaucoup gonflée par le succès de Mask of the Phantasm, mais mieux vaut voir le dessin animé lui-même qui parvenait vraiment à recentrer l'intrigue sur ce qui était vraiment important, c'est-à-dire la relation amoureuse de Batman, voir comment Batman, dans ses relations amoureuses, est toujours sincère et toujours déçu. Et ce qui fait qu'à chaque fois, il s'enferme un peu plus dans sa solitude et son amertume, parce que finalement, ça reste la meilleure manière de porter son combat, de se sacrifier lui-même. Enfin voilà, c'est une dimension qui est plutôt chouette, mais qui était bien mieux faite dans le dessin animé. Et malheureusement, Davis part en plein milieu de Year 2 parce qu'il a des désaccords avec l'édition, donc il est remplacé. Donc ça, c'est plutôt fait par Todd McFarlane lui-même, donc le dessinateur, scénariste de Spawn. Enfin, Plutôt pas mal. donc là, voilà, et qui a fait du Hellboy aussi. Enfin voilà, donc pour le coup, on a une sensibilité. Pour le coup, on est vraiment dans du dessin presque typé années 90, donc avec une modernité du dessin, quelque chose de beaucoup, avec des traits plus gras, mais aussi un aspect un peu plus cartoon, je dirais, quelque chose d'un peu plus brut, qui change agréablement de Davis. Davis est un excellent dessinateur, mais c'est vrai que là, tout de suite, on retourne dans quelque chose de moderne, qui fait que la suite est un peu plus agréable à lire, même si le fond, comme je l'ai dit, à mon avis, n'est pas aussi mature qu'il voudrait l'être. Et bon, malheureusement, ensuite, la suite du run est dessinée par Jim Bakey et Pablo Marcos, et bon, c'est une espèce de mauvaise imitation de Davis. Donc, quand on essaie de mal imiter un dessinateur qui est déjà un petit peu vieillot par rapport à son époque, on tombe dans des trucs complètement oubliables. Donc voilà, ça reste un volume qui, on va dire, est chouette pour quand vous êtes vraiment dans la collectionnite. Et évidemment, vous êtes dans la collectionnite, puisque le but de la collection, c'est d'avoir. Il me semble que quand on colle tous les volumes, on a une espèce de panorama qui se dessine sur les dos. Donc voilà, le but, c'est un peu de vous le faire acheter, même si en vrai, il n'y a pas de vraie raison de l'acheter, parce que c'est un comics qui est pas, c'est un volume qui est pas du tout aussi fondamental que l'était le premier. C'est effectivement côté Intrinsèque. collection et côté complétiste aussi. Parce que du Voilà, coup, c'est tu ça. peux retrouver des petits récits que tu vas pas retrouver ailleurs, Mais même voilà, mais s'ils sont assez mineurs. il faut savoir que ces histoires seront moins bonnes et ça va faire partie des volumes faibles de la collection. Il y en aura d'autres, mais heureusement, il y aura aussi plusieurs volumes forts. Donc, il faut s'intéresser à la collection d'un livre, il faut vraiment s'intéresser à chaque volume indépendamment pour recueillir un peu ce qu'il contient et les avis sur ce qu'il contient. Et donc, ne pas tout acheter, mais acheter ceux qui sont importants. Et ça, là, on n'est pas dans du volume important. OK, très bien. Merci Zikri, vous l'aurez compris, c'est pas forcément la plus grande lecture, de ce mois-ci, mais je vais, passer à l'avant-dernière, lecture donc, de ce mois-ci et je vais la donner à Alexandra. Est-ce que tu peux nous parler de, je cherche en fait, ma vignette que je ne trouve pas. Harley et Ivy d'amour et de rose. Exactement, qui est juste là. Voilà, je la passe à l'écran. Et Harley et Ivy, d'Amour et de Ronces, Bruce Timm, Paul Dini, les créateurs originels des personnages d'Harley Quinn. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler un petit peu de leur travail sur cette relation entre ces deux personnages? Est-ce que c'est tout aussi bon que le Harley et Ivy qu'on a eu juste avant là? Alors c'est tout à fait autre chose. Mais du coup alors c'est pas qu'un seul récit, ça regroupe en fait plusieurs travaux de Paul Dini et de Bruce Timm avec notamment un récit principal, mais on peut avoir aussi d'autres histoires qu'on a pu lire dans d'autres titres, notamment sur Harley. Et là c'est complètement tiré de la série animée de 92. Et sur une relation entre ces deux filles-là qui n'est pas amoureuse mais qui est amicale et qui est, comme le titre l'indique, d'amour et de haine. On peut le voir avec la jolie tête d'Ivy qui n'est pas toujours très heureuse d'avoir Harley dans ses pattes, littéralement, parce que Effectivement. on est sur un gag répétitif où plusieurs fois Harley va faire foirer le plan machiavélique parce que elle est dispersée, parce que dans une histoire elle veut monter un film et du coup elle va réaliser le film alors que c'était pas du tout le projet à la base, qu'elles vont essayer d'empoisonner Batman pour enfin pas Batman mais Bruce Wayne pour faire les boutiques et récupérer plein d'affaires, mais évidemment ça tourne mal parce que ça va toujours trop loin avec Harley. Donc c'est super intéressant, c'est un peu comme ça peut se comparer avec l'autre type d'Harley dans le sens où c'est des comics qui peut se voir comme une série en fait, parce qu'on est sur des chapitres plutôt courts comme on a sur l'Urban Kids Ouais, avec les la titres série ouais, Batman, la série animée, et tout voilà. ça, Batman Adventures et tout ça quoi. Ouais. Ouais, oui, c'est ça. Batman Aventure. Donc on est sur voilà des récits très courts, très pop, très variés et sur un dessin
très old school qui rappelle un peu de la nostalgie et qui est toujours très beau à voir avec comme on peut le voir sur la couverture, les costumes aussi originaux de ces personnes-là, de ces personnages-là, moi que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une petite pépite à se déguster, très intéressant. Moi je trouve que c'est intéressant de l'avoir sorti au même mois que la nouveauté sur Harley Quinn, parce que finalement c'est une sorte de boucle. On est là sur les premières histoires de ces deux filles-là, comment elles se rencontrent et comment finalement elles apprennent à se connaître. Et qui de 92 à aujourd'hui ont vécu énormément d'histoires pour arriver à l'heure actuelle à leur histoire amoureuse. Donc c'est très cool, très très cool. Ouais, Siegfried, tu es un peu du même avis? Oui, alors, enfin, rapidement, un petit complément. Donc, effectivement, ça comprend plusieurs aventures. Globalement, il faut acheter le volume pour la première aventure, qui est en gros une aventure en 3 fascicules, qui est effectivement l'histoire de Paul Dini enfin, de Dini et de Dini et Tim qui donne lieu à la couverture du volume d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment marketé autour de ça. Le reste, la deuxième moitié du volume, c'est plein de petites choses qui sont beaucoup plus du remplissage, qui sont un peu plus vieillottes, qui sont un peu moins intéressantes. Donc, on est dans une aventure de 2004 en 3 fascicules et c'est vraiment relation Mmh. meilleure. Enfin, c'est pas pour rien que c'est les deux créateurs de Harley Quinn qui écrivent du Harley. Effectivement, on se dit, tiens, 12 ans après leur création de Harley, on comprend pourquoi effectivement c'est eux qui l'ont créé. Ils comprennent toujours tout au personnage et Ouais. c'est vraiment Harley à son meilleur, sans lourdeur, mais complètement foutraque, un peu sexualisant parce que quand même c'est des auteurs qui ont tendance à exagérer un peu de ce point de vue-là, mais avec une création d'un climat qui est assez homoérotique quand même entre ces deux filles. Enfin, c'est difficile de voir leur amitié extrêmement complexe, un peu fusionnelle, sans se dire que ça ressemble quand même à un peu des désirs et des querelles de couple. Donc c'est amusant parce que ça balise complètement le parcours vers ce que leur relation deviendra par la suite. Et c'est super drôle, c'est vraiment hyper divertissant. Enfin, le début, c'est vraiment une super aventure, comme tu disais, l'histoire complètement explosive où ils vont faire semblant de se saboter. Enfin, ils vont aller Mmh. saboter un tournage pour détourner de l'argent et puis finalement ils vont finir par tourner un film. Enfin, c'est juste complètement délirant, mais c'est vraiment très bien écrit. On retrouve vraiment tous les graphismes qu'on aime dans les dessins animés qui sont vraiment très fluides, enfin, mais quand même avec une colorisation de 2004 qui fait que c'est agréable à lire. Là où, par exemple, quand on aura une histoire juste après de 94, bah là, tout de suite, on sent le gouffre du dessin, on voit que c'est plus Bruce Timm, on voit que c'est plus la même colorisation, ni même les mêmes histoires, et tout le reste est vraiment nettement plus faible. Mais au moins, cette première moitié, avec cette histoire de Dean et Tim, c'est juste Harley comme on l'aime, c'est assez parfait quand vous aimez Harley, donc oui, c'est tout à fait Ouais. recommandable. OK, très bien et puisque, on continue de parler d'Harley Quinn encore et toujours, il faut dire qu'en mois de septembre, elle fêtait ses 30 ans, il y a aussi cette, intégrale de Injustice Ground Zero, donc univers, d'Injustice, donc c'est la 1re histoire d'Injustice, mais vue, de par le prisme d'Harley Quinn, et justement alors, Siegfried, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça reprend les 2 premiers tomes qui étaient sortis. Déjà, Injustice Ground Zero, il y avait eu donc 2 tomes à l'époque. Et là, ils en ont fait une intégrale. Est-ce que tu peux nous reparler un peu rapidement de ce récit Ouais. pour ceux qui n'ont pas pu le lire avant lors de sa sortie originelle? Alors c'est un projet qui est un peu bizarre, parce qu'il s'agit de raconter donc l'histoire d'Injustice 1 et du jeu vidéo, donc des histoires qui sont déjà connues, à travers les yeux de Harley. Bon, qui est effectivement un personnage important du jeu vidéo, mais ce qui fait qu'évidemment, il y a pas mal de péripéties qu'on connaît déjà, quand on a déjà joué aux jeux vidéo et qu'on a déjà lu les comics, les comics préquels. Mauvais signal d'ailleurs, c'est scénarisé par Brian Buttolato et Christopher Sebela, donc pas Tom Taylor. Bon, re-raconter une justice, mais en évacuant Tom Taylor, ça sent plutôt ça sent quand même plutôt mauvais. On est dans tous Ouais. les excès de Harley, parce qu'effectivement, l'idée, c'est vraiment juste de surfer sur cette Harley qui est trop puissante, qui est trop classe, qui est trop cool, qui est trop canon. Parfois, ça donne lieu à de très bonnes choses, mais je vous vous souvenez peut-être d'une époque aussi où ça donnait lieu à des comics qui étaient, enfin, comme Heroes in Crisis, par exemple. Enfin, il y a plein de comics où Harley devait intervenir à tout prix parce que c'était le personnage marketé du moment, alors qu'en fait, il y avait rien à faire là et que on la voyait affronter Superman ou d'autres super-héros à armes égales parce que c'est Harley, c'est tout, sans aucune explication. Là, de même, dans ce volume, elle combat Man-Bat, elle combat Killer Croc, elle combat Shazam, elle combat Damian, elle combat Black Adam, et à chaque fois, elle gagne plus ou moins. Enfin, c'est Harley, quoi. Il y a un moment, faut peut-être arrêter de pousser. Elle a pas une seconde de chance contre ces personnages, mais elles affrontent à armes égales. Enfin voilà. En plus, tout ça pour faire une histoire d'injustice, mais en évacuant les enjeux politiques, parce que forcément, il s'agit de raconter du coup du point de vue de Harley, donc en s'intéressant plutôt à la base, euh, aux criminels de la rue, aux criminels des égouts, et pas aux grands enjeux politiques du combat entre Batman et Superman qui prend le pouvoir sur le globe.
Donc on sait déjà où l'histoire elle va, on sait déjà qu'on n'aura pas les réflexions qui font qu'on aimait Injustice. Enfin, moi, ce qui était cool dans Injustice, c'était quand même de voir comment Superman vrillait au point de prendre le pouvoir, puis de devenir vraiment un dictateur sanguinaire, au point d'affronter ses anciens alliés, puis tout le panthéon de DC Comics. Voir tout ça du point de vue d'Harley, c'est quand même réduire drastiquement les enjeux pour se poser des questions qu'en fait on se peut répondre à des questions qu'en fait on se posait pas trop. On est plus dans une espèce de Harley kills the DC Universe, un peu comme on avait des Punisher ou des Deadpool kills Marvel Mm. Universe par exemple. Parce que voilà, c'est juste une Harley délirante, complètement super puissante qui va taper un peu dans tous les sens. Et tout à coup, on arrête de parler d'Harley et on nous raconte l'histoire du jeu vidéo en comics. Donc on a plein de scènes dont Harley ne peut pas savoir ce qui s'y est passé parce qu'elle n'y est pas, avec le combat entre les deux Batman, puisqu'il y a deux Batman, on va pas revenir sur les détails, et Superman. Bon bah d'accord, c'est l'histoire du jeu vidéo. En fait, ils assument qu'ils n'avaient pas grand-chose à raconter sur Harley. Donc pendant une première moitié, on essaye quand même de nous faire subir cette vision d'Harley qui est assez fastidieuse. Et tout à coup, le comics devient meilleur quand, effectivement, on assume que non, Harley, elle a rien à faire dans cette histoire, en fait. Donc, on l'oublie complètement et puis on nous raconte juste l'histoire du jeu vidéo avec tous les grands personnages, tous les grands enjeux. Et bon, ben, c'est un peu meilleur, mais ça trahit complètement le concept de ce qui était supposé être Ground Zero à la base. Donc, c'est juste assez bizarre. Donc, bon, il y a des petites choses qui sont pas si mal de façon éparse sur comment Harley essaie de prendre son indépendance par rapport au Joker. C'est la Harley d'un autre monde. Enfin, c'est la Harley rencontre le Joker de. En gros, la Harley du monde d'Injustice rencontre le Joker de notre monde entre guillemets. Et du coup, elle retrouve son poussin, mais elle le retrouve pas tout à fait. Mais elle se rend compte que ça lui permet de prendre ses distances par rapport à ce qu'elle n'aimait pas chez le Joker et donc de se positionner par rapport à Batman. Donc, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes, mais qui n'ont pas forcément leur lieu dans le monde d'Injustice. Effectivement, les scénaristes sont les premiers à l'admettre, puisque ils finissent par abandonner Harley pour raconter la vraie histoire. Donc, bon, tout ça, évidemment, du coup, quand on raconte les événements tragiques au jeu vidéo, bah, il y a moins de gravité, puisqu'on est dans un scénario qui ne sait pas exactement où il va, ce qu'il veut raconter, est-ce qu'il veut raconter Harley, est-ce qu'il veut raconter le jeu vidéo. On connaît déjà l'histoire du jeu vidéo, donc pourquoi la re-raconter, comment la re-raconter différemment, et comment raconter toutes ces morts hyper tragiques sans aucune once de gravité, parce qu'on avait commencé par parler de Harley, des délires de Harley à la base. Enfin voilà, du coup, c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre, tout ça fait par une série de dessinateurs très moyens, dont aucun n'est catastrophique, mais aucun ne fait du bon boulot. Donc, si vous aimez Injustice, passez votre tour, et si vous n'aimez pas Injustice, passez encore plus votre tour. Encore une fois, encore une fois, encore une fois, c'est pas mauvais, mais lisez les comics Injustice qui font une proposition intéressante, jouez au jeu vidéo qui lui est scénaristiquement absolument passionnant. D'ailleurs, les comics ont été faits après le jeu vidéo, tellement le jeu vidéo était intéressant, le jeu vidéo était si intéressant qu'il fallait lui écrire un background, et c'est comme ça que Taylor avait fait ses premières armes connues. Enfin voilà, c'est dire à quel point il y avait quand même une vraie importance des enjeux, mais de quelque manière que vous preniez la chose, ce Ground Zero est pas excessivement mauvais, mais c'est juste complètement oubliable, et c'est un projet qui n'a pas de sens et qui effectivement est mené par des scénaristes qui ne savent pas quel sens lui donner. Donc pourquoi pourquoi Pourquoi? 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 Voilà. Pourquoi? Bon, vous l'aurez compris, c'est pas la meilleure lecture du mois de septembre, mais en tout cas, on a eu quand même de belles lectures. Vous l'avez Absolument. vu en mois de septembre, donc c'est plutôt cool. Et pour le mois d'octobre, pour le prochain Bat Reviews, il sera très court parce qu'il y aura que 2 lectures. Voilà, je tease un petit peu, mais effectivement, ce sera peut-être le podcast le plus rapide de l'histoire de Batman Legends. Sur ce, ben, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin de ce podcast, qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout. Merci Zikrid, merci Alexandra pour votre présence sur ce podcast. Et ben, comme toujours, je vous invite à, pour ceux qui sont sur YouTube, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et surtout à nous commenter dans les commentaires, soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur batmanlegend.com, un petit peu de partout. N'hésitez pas à donner vous aussi vos avis sur les lectures traitées dans ce podcast, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! Salut! Ciao.